Chapitre 10. Chez la maldiseuse. On chantait. Ce fut la première pensée que formula Louis quand il put rassembler suffisamment de lui-même pour se mettre à réfléchir et à sentir. Ça lui caressait joliment les oreilles, cette chanson. Ce n'était pas vraiment une chanson d'ailleurs. Juste un méli-mélo de syllabes douces, à mi-voix, comme on peut en pousser sans y penser. Le genre de ritournelle qu'on tresse à un enfant. Mais la voix qui fredonnait ainsi, claire et douce, lui coulait dans les tympans comme miel sur la langue, une voix de femme ou de jeune fille. Un peu de fraîcheur sur le front, juste ce qu'il fallait pour le réveiller, pas assez pour en devenir déplaisant. Des doigts inconnus mais attentionnés, légers comme pattes d'oiseau, lui passaient un linge humide et tiède sur la peau. Il serait bien resté là 1000 ans, les yeux fermés à se gaver de douceur féminine, lui qui, aussi loin que remontait sa mémoire, ne se souvenait pas de telles attentions. C'est que dame Roberte n'avait jamais eu pour lui, non plus que pour Séverin, de ces gestes que les mères réservent à leurs petits. Ceux-là, elle les gardait pour Roland ou Geoffroy. Avec lui, elle n'était que froideur et indifférence. Il fallait qu'il sache à qui appartenait cette main qui le comblait ainsi de cette douceur dont on l'avait si longtemps privé. Il ouvrit les yeux. Le visage qu'il découvrit, il le crut un instant à un ange. C'était une frimousse tout en courbe, ovale et lisse à souhait, à la peau dorée que le bon Dieu avait embellie d'une constellation légère de taches de rousseur. De longs cheveux au beurre, nez épais, aux reflets fauves, cascadaient en écume de mèches rebelles autour de ce petit prodige. Deux yeux qu'on aurait presque dit bridés, à cajou comme l'une rousse, le fixaient, un rire muet dans la prunelle. Ce visage, il le connaissait pour l'avoir vu il y avait peu. Il lui fallut rassembler ses souvenirs éparpillés pour pouvoir y mettre un nom dessus. La Roussotte. Aussitôt, le rire qui illuminait les prunelles boisées s'évanouit, poussé par une brusque flambée de colère. « Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Et si tu continues, moi aussi, je vais t'en coller un de surnom, et qui te plaira pas beaucoup. » Totalement réveillé à présent, Louis réalisa qu'il était allongé sur un simple lit au matelas de paille. Sa tête reposait sur le giron de la Roussotte. Tout à coup, il s'en sentit gêné. Il se redressa d'un coup. Ce faisant, il put jeter un coup d'œil sur ce qui l'entourait. Ça, pour sûr, il ne se trouvait pas dans sa chambre, ni même dans le château de Marfont. Mais quant au reste... La pièce qu'il découvrit aurait pu appartenir à n'importe quelle demeure de la vallée. Murs de pierre grise arrachés aux montagnes et taillés comme ça pouvait à grands coups de burin. Longue table de bois qu'on aurait dit poussée plus que fabriquée, flanquée de 2 bancs de la même espèce. Dans une des parois s'ouvrait une souillarde encombrée d'ustensiles de cuisine et de l'autre, un grand cantou où se blottissaient 2 bancs frileux. Un feu crépitait là-dedans, léchant le cul noirci d'une grande marmite de cuivre fossilisée de suie, de celles dans lesquelles l'on préparait les meilleurs plats. Il ne savait pas ce qui y mijotait d'ailleurs là-dedans, mais l'odeur qui s'en échappait lui flattait les narines et aiguisait son appétit. Près de la cheminée, un petit fenestrou surmontait un évier de pierre et laissait filtrer la lumière pâle du jour, froide mais rassurante. Non, décidément, il ne voyait vraiment pas où il se trouvait. Se sentant bien béné de poser pareille question, il demanda, après une hésitation. « Où sommes-nous » Il lui fut répondu avec une pincée de moquerie. « Eh, où veux-tu qu'on soit, grand nigaud ? Tu crois que je me promène dans toutes les maisons de la vallée ? Nous sommes chez moi, pardi. Enfin, je veux dire, chez ma... Gisèle. » Gisèle. Il avait bien entendu parler d'une Gisèle, mais... Gisèle la Noiraude ? La sorcière ? Il jeta sur la pièce un nouveau regard, persuadé que ce nid à maléfice, sous ses airs de petite chaumière accueillante, était un piège qui allait se refermer sur lui. Se tournant en tous sens, il chercha une sortie du regard, prêt, pour l'heure, à se lever et décamper sans demander son reste. La porte se trouvait à l'autre bout de la pièce, derrière la table. Il y serait en 3 enjambées, 4 peut-être. Mais comment était-il arrivé ici ?
Comment était-il venu se fourrer dans cette fabrique à sortilèges? Il se rappelait l'orage, l'altercation avec Thierry et le chevalier, puis la Malbeste, Séverin qui prenait l'épée pour le défendre, pour le sauver, qui se faisait faucher par le monstre, puis... Ça lui remonta des profondeurs du cerveau comme une crue de boue noire et bouillonnante. La transformation, le combat avec la Malbeste, puis tout le reste, jusqu'aux ruines, dans la forêt, là où il avait failli. Il hurla, se prenant la tête à deux mains. Non, non, c'est pas possible. C'était un cauchemar, juste un cauchemar. La Roussotte en fut toute retournée. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou. Tais-toi donc un peu, on va t'entendre jusqu'au village. Elle avait raison, bien sûr, mais il s'en moquait bien qu'on l'entende jusqu'à Saint-Julien, ou même à Aurillac, s'il le fallait. Un monstre. Il était un monstre. Un maudit. Un galou. Il fallait qu'il parte. Qu'il sorte d'ici, qu'il retourne à Mandaille, qu'il aille se réfugier dans les bois. Non, à l'église. Il demanderait au père Georges de l'aider. Dieu devait bien pouvoir le guérir. Il se sentait prêt, du fond de sa terreur, s'il le fallait, à ingurgiter 3 tonneaux d'eau bénite et lester de 10 Bibles pour faire bonne mesure, à se noyer dans un 4e. Il allait se ruer vers la porte, vaille que vaille, quand cette dernière s'ouvrit en grand pour laisser entrer Séverin. Louis en fut tellement soulagé de le voir rentrer là, vivant et en bonne santé, qu'il en aurait pleuré de joie. Mais alors même que Séverin, le découvrant éveillé, s'approchait de lui, Louis vit s'encadrer dans le carré de clarté diurne une nouvelle silhouette, celle de Thierry. Alors il sut. Qu'est-ce qui, dans l'allure du colporteur souriant, lui révéla la terrible vérité? Il n'en avait aucune idée, mais aucun doute non plus. L'autre, le galou blanc, celui qui avait tué la Malbeste, avait emporté Séverin et voulu le forcer à le dévorer. C'était lui. Était-ce sa façon de bouger, trop souple, trop rapide pour n'être qu'humaine, ou un reste de sauvagerie? Le brandon de louverie qui lui traînait au fond des yeux? Peut-être un peu de tout ça à la fois. Il bafouilla, éperdu. C'est lui, c'est lui le galou. Séverin, qui arrivait à son côté, lui saisit vigoureusement le bras, le serrant presque à faire mal. Il lui adressa son regard franc, grave et raisonnable, et lui ordonna calmement. « Calme-toi, Louis, calme-toi, Thierry est notre ami. » Mais alors que le marchand approchait, Louis, tremblant tout ce qu'il avait de muscles, de la tête aux pieds, octa. « Non, non, c'est faux. C'est un monstre. Il a voulu que je te tue, que je te mange. » Sa voix monta dans les aigus quand il cria, plein de dégoût et d'horreur. « Et j'ai failli le faire, tu m'entends? J'ai failli le faire !» Séverin, épongeant la panique de son cadet avec un aplomb remarquable, lui répondit d'une voix douce. « Mais tu ne l'as pas fait, Louis, tu ne l'as pas fait. » Mais alors que Thierry approchait encore avec une assurance tranquille, celle du fauve, Louis se redressa comme un ressort et déserta le lit. Il se sentait pris au piège en compagnie de 2 monstres. L'un se trouvait face à lui, le regard placide, la mine aimable, mais Louis le savait cacher poil et gueule de loup. L'autre, il le portait en lui. Il hurla à Séverin. « Va-t'en, Séverin, va-t'en vite !» Alors que son frère ne bougeait toujours pas, il reprit dos au mur sur le même ton. « Tu ne comprends pas, nous sommes des monstres, lui et moi. C'est nous qui avons tué la Malbeste, nous sommes... » Séverin ne le laissa pas finir. Son regard clair, planté dans celui de Louis, lui disant tout l'amour et la confiance du monde. « Des galous ? Je sais, Louis. Thierry m'a tout raconté. » Celle-là, Louis, il ne s'y attendait pas. Ça lui scia les jambes d'entendre son frère énoncer si simplement l'atroce vérité, sans s'émouvoir outre mesure. Il dut s'ancrer à la pierre du mur pour ne pas tomber. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es inconscient. Il m'a dit de te mordre. Il a voulu que je te tue, que je te dévore. » Cette fois, ce fut Thierry qui répondit, posé, rassurant. Mais pas pour Louis qui voyait toujours, dans le grand et imposant marchand, la forme hirsute et pâle du galou blanc. « Je ne t'aurais pas laissé faire, Louis. Tu peux me croire. Tu n'aurais pas pu toucher à un cheveu de Séverin. » Louis, sidéré, hésitait entre rire et larmes. Ça pour une réponse cousue de menterie. C'en était une belle. « Et c'est pour ça que vous m'avez poussé à le tuer, pour le sauver. Vous mentez comme vous respirez. » Un soupir d'impatience échappa à Thierry, mais ce fut néanmoins d'une voix égale qu'il le corrigea.
Tu n'es pas obligé de me croire, Louis. Mais non, je te le dis, je ne voulais pas que tu le tues, et encore moins que tu le manges. Je voulais juste savoir. Jetant des regards à droite et à gauche, la tête en pleine confusion, Louis s'écria. Et savoir quoi? Si tu avais la force de résister. À quoi? Au louvoir. Il n'y avait pas d'issue. La seule porte se trouvait derrière le galou, et la fenêtre, si tant est qu'il puisse s'y faufiler, à portée de sa main. Il n'aurait jamais le temps, et de toute manière, il ne pouvait abandonner Séverin ici, dans cet antre à diable. Alors, la fatigue, le désespoir lui rompant dans chaque membre, il se sentit soudain très jeune et très faible, perdu. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il était, le fuyait comme rat dans une grange en flammes. Il s'affaissa contre le mur, en un tas frissonnant de misère et de souffrance. Immédiatement, Séverin vint se porter à son côté et lui en serra les épaules d'un bras protecteur. Ça lui fit du bien, un peu. Du fond de son cauchemar, il tendit une main pour serrer celle de son frère. La Roussotte, elle, qui n'avait pas bougé muscle depuis le début de l'échange, s'adressa à Thierry. Elle exigea, du haut de ses 13 ans bouclés. Vous voyez bien qu'il ne peut pas comprendre. Il faut lui expliquer. Thierry considéra un instant le petit bout de diablesse rouquine et enjuponné qui lui donnait des ordres. Son regard était surpris et amusé à la fois. Il sourit et, à voir le grand visage noble du colporteur, même Louis lui eût presque donné le bon Dieu sans confession. Tu as raison, petite tisseuse de sortilèges. Il faut qu'il sache, mais par où commencer? Louis, qui n'en finissait plus de se racornir, perdu pour perdu, interrogea. Que je sache quoi? Ce qu'est le louvoir. Un bref silence. On sentait bien que ça s'activait dur derrière ces yeux-là. Que lui raconter? Par où commencer pour ne pas l'effrayer? Tu as un pouvoir, Louis. Tu le sais à présent. Il s'est réveillé, et tu dois maintenant apprendre à le maîtriser, à vivre avec. À cela, Louis répliqua, toute hargne et colère sortie. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être comme ça? J'aurais jamais rien fait à Jésus ou à l'autre en bas. Pourquoi je peux pas être comme tout le monde, hein? Pourquoi je suis un monstre? Cette dernière phrase, elle lui venait des tripes, et en sortant, elle embarqua avec elle quelques larmes que Louis essuya d'un revers honteux et rageur. Thierry, qui sentait sûrement venir les difficultés, tira un des bancs et s'y assit à califourchon. Heureusement, la patience était une denrée dont il ne manquait pas. Tout d'abord, tu n'es pas un monstre, Louis, pas plus que moi. Ah oui? Et que sommes-nous alors, selon vous? Il en tremblait de partout, Louis, à s'en ébrécher les dents, tant ça le remuait de se savoir endiablé. Et ce Thierry qui répondait, si calme que vous l'auriez étranglé. Des galous, seulement des galous. Voyant que Louis allait à nouveau ouvrir la bouche, il lui faucha la réplique sans attendre. Un loup qui mange un agneau, Louis, est-ce que c'est un monstre? Louis, qui ne voyait pas où les menait cette discussion, objecta. Ça n'a rien à voir. Il devait en avaler, Thierry, des litres de patience pour ne pas s'énerver, mais il haussa simplement un peu le ton. Réponds, est-ce que c'est un monstre? Non, c'est juste un animal. Thierry hocha gravement la tête, comme à une vérité profonde. Et un homme qui en tue un autre pour le plaisir, sans nécessité. Est-ce que ce n'est pas un monstre? Louis, qui commençait à deviner où Thierry voulait en venir, secoua la tête, têtu comme une bourrique. Ce n'est pas le... Réponds, Louis. Est-ce que c'est un monstre? Oui, c'est un monstre. Eh bien, tu as raison dans les deux cas. Mais tu vois, Louis, un galou, c'est un peu un mélange des deux. Galou, ça vient de gars et loup. Deux mots pas faits pour se coller ensemble. Il se tut quelques secondes avant de reprendre. Il existe des loups enragés, Louis, comme il existe des hommes mauvais. Pour nous, c'est la même chose. Certains galous sont des monstres et d'autres non. Le louvoir n'est qu'un talent, Louis, un talent particulier. Il n'est pas moins ou plus mauvais qu'une hache, il est ce que tu en fais. Louis, à qui ces paroles rappelaient celles du père Georges parlant de la Roussotte il n'y avait pas si longtemps, gémit tout de même au désespoir. Mais je ne veux pas être un galou, moi, bon ou mauvais. Il doit bien y avoir un moyen d'être à nouveau normal. Il en suppliait presque tant il avait envie qu'on lui donne une chance de sortir de ce cauchemar. Si c'est le diable qui nous a fait ça, alors Dieu doit bien pouvoir... Mais rien qu'à voir le regard navré que lui lançait Thierry, Louis comprit qu'il ne fallait pas compter sur l'aide d'en haut. Louis,
Ni Dieu ni diable ne peuvent rien pour toi. Tu pourrais bien assécher les bénitiers de toutes les églises de la vallée, à t'en faire péter la panse, t'user la langue en prière que rien n'y ferait. Pourquoi? Parce que ni le ciel ni l'enfer n'y sont pour rien. Tu n'es pas maudit, Louis. Ça lui faisait belle jambe à Louis, de ne pas se savoir maudit. Surtout quand il venait de passer la nuit sous la forme d'une créature terrifiante à mi-chemin entre l'homme et le loup. Si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi alors? Un héritage. Louis répéta, la peur en manque soudain, tant ces mots le prirent au dépourvu. Un héritage? Remarquant alors certains détails dans le visage de Thierry qui lui avait échappé et se souvenant de l'échange d'hier soir entre le marchand et le chevalier, il s'écria « Vous êtes mon… » Thierry le coupa, peut-être pour éviter tout malentendu et de cruelles désillusions. On sentait bien pourtant dans ces mots, à ce grand gaillard raide, que ça lui coûtait de lui faucher l'espoir à peine germé. Non, Louis, je ne suis pas ton père. Devant le regard du garçon à l'espérance retombée comme souffle percé, il ajouta tout de suite « Je suis ton oncle. » Son oncle? Il mit du temps à la digérer, cette nouvelle, croyant un instant retrouver son père inconnu, et ne sachant s'il devait s'en réjouir ou en pleurer. Il se trouvait brusquement pourvu d'un oncle. Et quel oncle! Les idées se bousculaient dans sa pauvre cervelle, trop gavée de faits incroyables depuis la nuit dernière. Il sentait ses pensées se télescoper pour se faire une place, s'emberlificoter si bien qu'il ne savait plus ce qu'il voulait dire et faire. Ce fut en pleine conscience de proférer une énormité qu'il demanda. « Vous êtes le frère du chevalier de Marfont ?» Ça le prit tellement au dépourvu, Thierry, qu'il en demeura un instant en panne de mots. Enfin, Louis vit son visage s'illuminer d'un sourire, et on sentait qu'il se retenait pour ne pas éclater, tant l'idée devait lui paraître désopilante. Frère de Gaston de Marfont, Dieu m'en préserve. Avec un peu plus de calme, mais du rire encore coincé dans la gorge, il demanda « Sérieusement, mon garçon, tu me vois quelque ressemblance avec ce crapaud à moustache ?» C'était dit avec un tel naturel, et l'image était tellement parfaite, que Louis ne put s'empêcher de sourire lui aussi. Pour un peu, il en aurait presque oublié qui ou quoi se trouvait en face de lui. Mais ces mots, pour drôles qu'ils fussent, ne lui firent pas perdre le fil de ses pensées, et la question qui lui brûlait la gorge. « Alors qui est mon père ?» À l'expression soudain plus sombre de Thierry, Louis comprit que ce qu'il allait entendre ne lui plairait pas. « Ton père était le baron de Castelroc, mon frère. »« Était ? Il est mort, Louis, il y a bien longtemps. » Soudain, chargé du deuil d'un père qu'il n'avait pas connu, et dont il ignorait hier encore jusqu'à l'existence, Louis se sentit un instant pris de vertige. Ça lui monta du ventre, noir et amer, lui déborda par les yeux pour lui dévaler sur les joues. Séverin le serra aussitôt contre lui, très fort. Même la Roussotte, pourtant sauvage et pas câline, l'œil humide tout à coup, se coula au bas de son lit pour venir lui serrer la main. Il en oublia presque qu'elle était à diable, cette drôlesse, et trouva même réconfort à la vue de son petit visage en veine de compassion. Quand enfin il reporta son regard brouillé vers Thierry, ce fut pour voir que ce dernier s'était levé et se tenait au-dessus de lui, la main tendue. Ton père était un homme droit et bon, Louis, et je l'aimais. Les mots lui sortaient difficilement de la gorge à Thierry, et ça devait drôlement le mordre derrière ses yeux clairs, le chagrin qu'il taisait. Tu lui ressembles beaucoup, et je le retrouve à travers toi. Il ne fallait pas être devin pour comprendre que ces paroles, elles lui venaient du cœur au grand bonhomme à l'air digne. Ça éclatait sur son visage et lui brillait sur la paupière. Louis, incapable de résister plus longtemps, se dégagea de la poigne de Séverin et de la main de la Roussotte. Timidement, comme il se serait approché d'un feu, il tendit la main vers celle que lui offrait le galou. Ce dernier la prit fermement, puis, le tirant avec vigueur, le releva et l'attira contre lui pour le prendre dans ses bras. Et Louis se laissa aller, enfouissant son visage contre la poitrine nerveuse du galou, lui rendant son étreinte, s'accrochant à ce reste de famille qui lui était offert, même s'il sentait le loup. Un instant, il laissa libre cours à ses larmes, et avec elles, il se purgea de toutes ces années de brimade, de solitude et de manque paternel qui avaient été les siennes.
Ça devait bien lui faire quelque chose aussi à Thierry, de retrouver ce neveu à qui il n'avait jamais parlé à cœur ouvert, car il en tremblait un peu, même si son visage demeurait impassible. Enfin, Louis murmura, et il y avait dans sa voix une telle flambée de détresse que le grand Galou en prit presque peur. Je ne veux pas devenir un monstre. Ne me laissez pas devenir un monstre. Thierry le serra un peu plus fort, posa sa tête contre la sienne et l'assura, comme il aurait prêté serment à Dieu en personne. Tu ne deviendras pas un monstre, Louis. Je te l'ai déjà dit. Il en est des galous comme des hommes. Ce que nous sommes, c'est nous seuls qui en décidons. Ni Dieu ni diable n'y peuvent rien changer. Louis, rassuré malgré lui par cette conviction qui gonflait les mots de Thierry, allait poser la seconde question qui, depuis quelques instants, lui mordait la langue, mais il n'en eut pas le temps. La porte de la petite maison s'ouvrit en grinçant à perce-oreille sur la rouille qui lui alourdissait les gonds, et celle qu'on appelait la sorcière, la noiraude, la maldiseuse, entra dans la pièce.